1864. Enfin, le régime autoritaire de Napoléon III s'assouplit. Et les chambres, le 24 mai, finissent par voter la loi qui permet aux ouvriers de faire grève. Pendant ce temps, à l'étranger, la Prusse et l'Autriche se liguent pour envahir le duché danois, qu'elles se partageront l'année suivante. 1871. La France a perdu la guerre. Après la défaite de Sedan, c'est dans la galerie des glaces du château de Versailles que l'Empire d'Allemagne, avec Guillaume de Prusse pour empereur, est proclamé le 18 janvier. Le 10 mai, la France en deuil signe le traité de Francfort qui la contraint de céder aux vainqueurs l'Alsace et la Lorraine. 1881. La Tunisie passe sous protectorat français par le traité du Bardo signé avec le Bey. Anglais et Allemands s'en réjouissent. Les premiers parce que l'Italie se trouve écartée et les seconds parce qu'ils en espèrent une salutaire discorde entre les deux pays latins. En Asie, la France progresse aussi. Dans 2 ans, l'Annam et le Tonkin passeront également sous son protectorat. 1884. Les puissances européennes s'installent en Afrique noire, qu'elles se partageront officiellement au Congrès de Berlin l'année suivante. 1889. L'empereur du Japon ne jure plus que par l'Angleterre. Il copie sa monarchie constitutionnelle, modernise son pays à l'occidental et multiplie les relations avec l'Europe. 1894. Sadi Carnot est assassiné. Le président de la République française était à Lyon pour une soirée de gala à laquelle il se rendait en voiture lorsque le meurtrier s'est rué sur lui et l'a poignardé. Ce drame marque le point culminant d'une série d'attentats anarchistes perpétrés dans les lieux publics depuis plusieurs années. 1899. Tandis qu'en France et en Allemagne le nationalisme s'exacerbe, une conférence internationale réunit à La Haye les États européens, les États-Unis, le Japon et la Chine pour étudier la limitation des armements. 1901. La reine est morte, vive le roi. Victoria, celle que l'on surnomme pesamment la grand-mère de l'Europe, s'est éteinte après 64 ans d'un des règnes les plus brillants de Grande-Bretagne. Édouard VII lui succède. Aux Amériques, Cuba passe sous le protectorat des États-Unis. 1864. Paris n'est plus qu'un immense chantier de démolition. Les travaux du baron Haussmann avancent, les grandes artères s'ébauchent et l'avenue de l'Opéra sera ouverte à la circulation l'année suivante. 1871. Les peuples d'Europe ne mangent pas à leur faim. Mais les premiers navires frigorifiques, amenant d'Argentine des cargaisons de viande, font baisser les prix de cette denrée convoitée qui fait l'objet d'innombrables vols par nécessité. 1881. À pas laisser la mode, on veut aller vite. Chante-t-on depuis que la bicyclette est apparue voici 1 an. Critiquée, admirée, elle défraie la chronique et envahit les rues. Quant aux usagers du téléphone, ils se plaignent déjà de la surcharge des lignes. 1885. Louis Pasteur, qui a mis au point le vaccin contre la rage, vient de l'inoculer avec succès. On fait la queue pour bénéficier de cette miraculeuse protection qui éradique l'une des grandes peurs quotidiennes du monde occidental. 1889. Le progrès tout de même. Savez-vous ce qu'elle rayonne? De la soie, oui, de la soie artificielle obtenue à partir de la cellulose du bois. Cette nouveauté qui fait sensation à l'exposition universelle de Paris ne sera détrônée que 50 ans plus tard par le Ninon. 1894. On ne parle plus que des bains d'air, on fait construire, on achète des villas sur les places de la mode, femmes et enfants y passent l'été, rejoints en fin de semaine par les maris qui empruntent les nouveaux trains de plaisir. 1899. Plus besoin de descendre jeter ses eaux usées dans le caniveau, Paris est doté du tout à l'égout. Quant au quartier des Champs-Élysées, il s'électrifie lentement. Pourtant, on s'éclaire toujours au gaz, et l'allumeur de réverbères fait encore partie du paysage urbain. 1901. Les Français paient toujours leurs emplettes en pièces d'or fin, d'argent, de cuivre et de nickel. Ils réservent les billets de banque aux achats sérieux et boudent les chèques qui n'inspirent pas confiance. À dire vrai, ça n'est que du papier, n'est-ce pas? 1864. Depuis quelque temps, on commence à parler d'un nouveau venu dans les salons littéraires parisiens, un certain Paul Verlaine, qui a de l'esprit et dont M. de Hérédia, le poète, dit grand bien. 1874. Il faut absolument aller au Châtelet.
On y joue à guichet fermé le Tour du monde en 80 jours de M. Jules Verne. Mise en scène spectaculaire, à grand renfort de fantasmagorie. Le tout Paris en raffole, et chaque soir, le poulailler délire de joie. 1881. Enfin, plus de censure en France. Incroyable, les journaux peuvent exprimer leur opinion en toute liberté. Les tirages augmentent, les titres se multiplient et acquièrent une grande influence sur les lecteurs avides de nouvelles. 1885. Victor Hugo est mort. Ses obsèques nationales, grandioses, ont lieu le 1er juin. Dès l'aube, le peuple en pleurs afflue place de l'Étoile et défile devant le catafalque dressé sous l'Arc de Triomphe. 1889. Quelle est cette revue blanche dont le numéro 1 sort le 1er décembre? Une revue qui traite sans parti pris de tous les courants artistiques et littéraires. Oui, mais pourquoi blanche? Parce que le blanc est la somme de toutes les couleurs, proclame Leclerc et Natanson, ses fondateurs. 1893. Jeanne Avril, l'explosive Mélinite, la célèbre danseuse, remporte un immense succès au Jardin de Paris. Et c'est Henri de Toulouse-Lautrec qui a peint l'affiche du spectacle. De la dynamite en 4 couleurs. Elle fait sensation. 1897. André Gide, ce jeune homme si réfléchi, vient de publier Les nourritures terrestres. Il y incite ses lecteurs à goûter de toutes les sensations. Une philosophie bien dangereuse pour les jeunes générations. Dans un tout autre style, donné pour la première fois au théâtre, le Cyrano de Bergerac de Rostand déchaîne l'enthousiasme. 1900. Une science nouvelle vient de naître, la psychanalyse. C'est un médecin neurologue autrichien du nom de Sigmund Freud qui l'a créé. Il en expose des principes dans un livre, L'interprétation des rêves. La clé de nos comportements se trouve dans l'inconscient. 1864. Au salon, Gustave Moreau tient la vedette avec son œuvre Oedipe et le Sphinx. Porté au nu par les esprits cultivés et les critiques d'art, il subit les moqueries acerbes d'un public incompréhensif qui souvent le dissuadera d'exposer. 1873. Poursuivant son rêve historique et moral, Puvis de Chavannes réalise une nouvelle grande décoration murale. Charles Martel, sauvant la chrétienté par sa victoire sur les Sarrasins. Exposée l'année suivante à l'hôtel de ville de Poitiers, elle fera hurler des uns et enthousiasmera les autres. 1881. 2 avocats belges, Edmond Picard et Octave Mauss, fondent la revue L'Art moderne afin de promouvoir l'art d'esprit socialiste. En réalité, cette revue jouera un rôle capital dans le développement du symbolisme. 1884. Refusé de toutes parts, Seurat expose sa baignade à Asnières dans la buvette du premier salon des indépendants. Cette œuvre fera date. Elle influence de nombreux peintres, dont Signac, qui, subjugué, se lie immédiatement d'amitié avec Seurat et décide de réorienter ses recherches dans le même sens que lui. 1889. L'art est une abstraction. Tirez-la de la nature en rêvant devant elle. C'est ce qu'affirme Paul Gauguin depuis son été 1888 à Pont-Aven, où il a débattu avec Émile Bernard de la synthèse, nouveau courant de pensée. À Paris, dans le cadre de l'exposition universelle, il organise l'exposition du groupe impressionniste et synthétiste au Café Volpini. 1894. Édouard Vuillard peint sa série de jardins publics à la demande de Thaddée Natanson et achève pour son frère Alexandre des panneaux décoratifs de salle à manger. Toulouse-Lautrec s'est chargé de l'affiche du vernissage de l'œuvre et de la mise en scène excentrique de cette soirée mémorable qui réunit le tout Paris. 1899. Le peintre Paul Signac publie d'Eugène Delacroix aux impressionnistes. C'est un vrai manifeste. Les néo-impressionnistes ne pointillent pas, ils divisent. Et diviser, c'est s'assurer tous les bénéfices de la luminosité, proclame-t-il. Cette même année, à Paris, Durand-Ruel expose les nabis. 1901. Le 24 juin, les portes de la Galerie Vollard s'ouvrent sur les toiles à dominante bleue d'un jeune peintre espagnol, Picasso. Talent prometteur. À suivre, affirme-t-on. 1864. Lautrec naît le 24 novembre à Albi dans l'hôtel particulier familial au cours d'une terrible nuit d'orage.
Sa mère épouvantée y voit le présage d'une vie dramatique. Elle le sera. 1872. Premier contact avec Paris où la famille du jeune Henri s'installe. Première vraie leçon de peinture avec l'ami de son père, René Princeteau, le peintre animalier. 1881. Infirme, son baccalauréat en poche, Lautrec peint avec passion dans les ateliers de Bonnat puis de Cormont, où il restera jusqu'en 1887. Il noue des amitiés fidèles, Émile Bernard, Anquetin, Rachoux et d'autres. Il s'intéresse à tous les courants de l'art et de la pensée et admire Degas, sans réserve. 1885. Enfin, on peut voir les œuvres de Toulouse-Lautrec. Ou, au Mirliton, cabaret que son ami Aristide Bruand vient d'ouvrir. Il fréquente Le Monde, le Demi-Monde aussi, et Suzanne Valadon. Dans un an, il rencontrera un nouveau venu à l'atelier Cormont, Vincent Van Gogh. 1889. Lautrec expose au Salon des Indépendants. Au Moulin Rouge qui vient d'ouvrir, il a sa table réservée tous les soirs, juste devant la scène, et il dessine sans cesse, même sur la nappe. Ensuite, il peint ses toiles. 1894. Henri rencontre Thaddée d'Intenson, propriétaire fondateur de la Revue Blanche, ainsi que sa femme, Micia, et son frère, Alexandre, entouré d'écrivains et d'artistes. C'est le début d'une longue amitié, de folles soirées et de séjours entre amis à la campagne. Les arts y trouvent leur compte. 1899. Lautrec, qui a cédé à l'engouement de l'époque pour l'alcool, à la mode, comme l'opium et autres viatiques vers les paradis artificiels, est frappé d'une crise d'éthylisme. Il est interné en clinique et la presse le déclare fou. En réponse, il dessine de mémoire un carnet de scènes de cirque. À sa sortie, sa famille lui donne un mentor surveillant, Paul Viot, 1901. À demi paralysé des jambes, Henri passe le printemps à Paris où il fait le tri de ses œuvres. Il signe ou il détruit. Après une nouvelle attaque de paralysie, il est ramené par sa mère au château de Malromé, le 20 août. Immobilisé, il peint encore, mais il souffre le martyre. Lorsqu'il s'éteint, le 9 septembre, il a 37 ans.